Tous ces soldats étaient très jeunes. C'était un groupe de jeunes gens de 17 ou 18 ans dont je faisais partie. Nous étions tellement naïfs, romantiques et pleins d'espoir. De nos jours, nous ne sommes plus romantiques. Les combats éclatent à Tel Aviv. Capa frôle la mort quand une balle lui transperce la cuisse. Ils sont allés trop loin, ou plutôt trop près cette fois-ci. Il jure qu'il ne risquera plus jamais sa vie pour photographier la guerre. De retour à Paris, la passion du jeu de Capa devient légendaire. Il était vraiment fasciné par les courses de chevaux. Le jeu était en partie ce qu'il tenait en vie. C'était ce qui l'excitait. Il emprunte parfois l'argent de la caisse de Magnum pour miser sur les chevaux. Il était habituellement chanceux et il avait de bons tuyaux. Quand il perdait, ce n'était pas un drame. Ça faisait partie du jeu. Quand il gagne, l'argent permet de renflouer l'entreprise. La gestion du bureau de Paris était assez bizarre. La plupart des discussions d'affaires importantes avaient lieu dans des bistrots. Capa jouait au billard électrique en choisissant le reportage qui paraîtrait dans le Picture Post la semaine suivante. Il n'avait jamais d'appartement. Il vivait toujours à l'hôtel ou chez ses petites amies. Il m'a déjà demandé de venir le voir. Il m'avait donné le nom de l'hôtel et le numéro de la chambre. Je m'y suis rendu, j'ai frappé à la porte et j'ai entendu Capa me crier d'entrer. Il n'y avait personne dans la chambre, mais j'ai entendu de l'eau clapoter dans la salle de bain. Capa m'a encore dit d'entrer et il s'est mis à me parler du fond de la baignoire. À l'époque, je voulais entrer chez Magnum. J'ai parlé avec Capa pendant 5 minutes. Je lui ai montré quelques photos et avec une grande claque dans le dos, il m'a dit « D'accord, viens avec nous ». Robert Capa recrute plusieurs jeunes photographes talentueux pour Magnum. Magnum est une famille, selon certains. D'une certaine façon, c'est vrai. Le père de famille était bien sûr Capa. C'est toujours à lui que nous adressions nos plaintes au sujet du travail, de l'argent. Il nous écoutait et surtout, il avait d'excellentes idées pour réaliser des projets de grande envergure. La réputation de Magnum ne cesse de grandir et l'agence représente les meilleurs reporters photographes. Capa est un photographe de guerre légendaire. C'est aussi un homme du monde bien connu. Parfois, on peut tomber amoureux en 5 minutes, mais on peut tomber en amitié aussi rapidement. Dès que je l'ai rencontré, ce sentiment a été instantané et réciproque. Nous nous comprenions. Au cours de l'été 1948, Capa se rend dans le sud de la France pour photographier Françoise Gillot et Pablo Picasso. Il n'est pas venu juste une journée, mais à peu près 2 semaines. C'était probablement sa méthode de travail. Il vivait avec nous et passait ses journées en notre compagnie. Son rythme était très rapide. Il ne faisait rien tranquillement. Il travaillait dans l'instantané. Il ne préparait pas ses prises de vue. Il n'attendait pas la luminosité parfaite. Non, il avait envie de prendre une photo et il la prenait sans attendre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Capa nous divertissait. C'est devenu un plaisir de poser pour lui. Avec Capa, on vivait avec lui et devant lui. Robert Capa est devenu l'homme qu'il a créé. Un brillant photographe américain, toujours en reportage à l'étranger, photographiant les gens riches et célèbres de la planète. Pour Capa, c'est la plus belle époque. Mais rapidement, les temps deviennent très difficiles. L'année 1953 est son année noire, selon sa propre expression.
Un jour, à Paris, il reçoit un appel de l'ambassade américaine lui ordonnant de remettre son passeport. Ça a été un coup terrible pour lui. On pourrait dire que ça l'a anéanti. Nous sommes au cœur de la guerre froide. Même s'il est citoyen américain, le voyage de Capa en Russie et sa participation à la guerre civile espagnole sont perçus comme des preuves de solidarité communiste. En fait, Capa s'est formé une opinion sur le Parti communiste depuis longtemps. À l'âge de 17 ans, il a rencontré en cachette un recruteur communiste. À 4 heures du matin, nous avions parcouru toutes les rues désertes de Budapest et tous les angles de la Révolution mondiale. Il a découvert que j'étais un intellectuel confus au père bourgeois qui avait à peine lu 5 bouquins. J'ai découvert que ses opinions étaient beaucoup moins radicales que je ne l'aurais souhaité et qu'il était prétentieux. J'ai décidé de ne pas adhérer au Parti communiste. Malgré ses idéaux de justice sociale, il était beaucoup trop intelligent, même très jeune, pour tomber dans le piège de la propagande et dans le jeu de séduction du communisme. Sans son passeport américain, Capa ne peut plus travailler comme journaliste. Il doit engager un avocat et débourser $10 000 pour se défendre et récupérer son passeport. Il était extrêmement nerveux. Il avait peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour se défendre. Et il en avait assez de porter tout le fardeau de Magnum sur ses épaules. Pour oublier ses soucis, Capa se promène à travers l'Europe. Il photographie des vedettes de cinéma et il fait des reportages sur divers lieux de villégiature pour les magazines Illustrated et Holiday. Son côté joyeux, amusant, buveur, fêtard, aimant, n'est jamais parvenu à occulter la nostalgie qu'on sentait chez lui. Cette nostalgie qu'on percevait toujours dans son regard. Son ami Irwin Shaw a écrit « Ce n'est que le matin que Capa dévoile la tragédie et le chagrin qui l'ont marqué. Ensuite, Capa boit une bière pétillante, arbore son sourire d'après-midi soigneusement désinvolte et se promène dans des endroits où cet itinérant peut se sentir chez lui. » Pour les jeunes mannequins, pour toutes les jeunes filles qui arrivaient à Paris, il était un dieu. Une seule femme l'a vu autrement. Je crois que Jamie Hammond a été son grand amour. Je crois que c'est la seule qui ait compté vraiment pour lui. Jamie est l'une des rares personnes à qui Capa se confie. Je dois faire quelque chose. Pas seulement pour gagner ma vie, mais pour me sentir revivre. Je dois recommencer à faire du bon travail. Deauville, Biarritz, le cinéma, tout ça c'est terminé. Au début de 1954, Capa reçoit enfin de bonnes nouvelles. Il est invité au Japon pour y exposer ses photographies. On a donné une grosse réception en son honneur. On l'a accueilli en héros, ce qu'il était en quelque sorte. Ça lui a énormément remonté le moral. Je suis très heureux en Orient. Le Japon est un paradis pour les photographes. Pendant son séjour au Japon, il a pris plusieurs photos d'enfants. Ces photos m'ont bouleversé. La façon dont il s'est abaissé pour se mettre au niveau de leur regard m'a touché. Ça démontre la grandeur de ses qualités humaines. C'était une merveilleuse occasion pour lui. Malheureusement, 2 semaines plus tard, le magazine Life lui a proposé de couvrir la guerre française en Indochine. Je l'ai appelé à Tokyo pour lui dire « Bob, tu n'es pas obligé d'y aller, ce n'est pas notre guerre. » Cornel Capa est fou d'inquiétude quand il apprend que son frère repart à la guerre. J'apprécie ton appel, mais je t'assure que je n'ai pas accepté ce boulot par devoir. J'y vais avec un grand plaisir.
Je crois qu'il se démenait ainsi pour se retrouver lui-même. Il voulait travailler à nouveau. Et le Vietnam était une occasion rêvée pour lui. Capa m'impressionnait. C'était une figure légendaire qui avait couvert 4 guerres avant celle du Vietnam. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus âgé. J'avais 29 ans et il en avait 40. Il était heureux de voir que les Vietnamiens avaient le dessus, tout comme moi. Nous souhaitions tous deux qu'il remporte la guerre. Toute sa vie, il a été sensible au deuil, car il ne s'est jamais vraiment remis de la mort de Gerda. Au Vietnam, il a photographié une femme assise sur la tombe de son mari ou de son fils.